Rodrigo Marquez venait juste de rentrer chez lui après une autre journée épuisante de réunion. Il desserra sa cravate, jeta sa mallette sur le canapé et se dirigea vers la chambre de son fils. Mais quelque chose le fit s'arrêter dans le couloir. Une douce mélodie venant du débarras au fond de la maison. Et puis il la vit, à travers l'entrebâillement de la porte, sa domestique, Rosa, était en train de danser. Mais ce n'était pas une danse ordinaire. Elle tenait les mains de son fils, Sébastien, et le garçon qui était confiné dans un fauteuil roulant depuis des mois, était debout, essayant de suivre les pas, souriant. Rodrigo sentit son cœur s'emballer. Que diable se passait-il là? Avant que l'histoire ne commence, abonnez-vous à notre chaîne. Nous faisons revivre les souvenirs et les voix qui n'ont jamais eu d'espace, mais portent la sagesse d'une vie entière. Rodrigo Marquez n'était pas seulement riche, il était milliardaire, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction d'Espagne, avec des bureaux à Madrid, Barcelone et même à Miami. Tout ce qu'il touchait se transformait en or, ou du moins c'est ce qu'il semblait vu de l'extérieur. Car à l'intérieur, Rodrigo était brisé. La demeure où il vivait, dans le quartier exclusif de la Moraleja, comptait 15 chambres, une piscine olympique, des jardins dignes des magazines et un garage rempli de voitures que la plupart des gens ne voyaient qu'au cinéma. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Depuis que Carmen, sa femme, était morte dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, la maison s'était transformée en mausolée, silencieuse, froide, vide. Et Sébastien, son fils de 11 ans, avait perdu bien plus que sa mère. Le garçon avait subi une lésion de la moelle épinière. Les médecins disaient qu'il ne marcherait plus jamais. Il se retrouva dans un fauteuil roulant. Rodrigo avait engagé les meilleurs kinésithérapeutes d'Europe, l'avait emmené dans des cliniques en Suisse, aux États-Unis, dépensé des fortunes, rien n'y fit. Sébastien s'était renfermé sur lui-même et Rodrigo, ne sachant pas comment affronter la douleur de son fils, s'était plongé dans le travail. Il était plus facile de signer des contrats que d'affronter le regard triste du garçon. Rosa Gomez, elle, n'avait rien, ou plutôt pas d'argent, mais elle possédait quelque chose que beaucoup auraient envié, une force qui semblait inépuisable. Elle vivait à Vallecas, un quartier modeste de Madrid, dans un petit appartement avec ses 2 enfants, Diego, 15 ans, et Anna, 13 ans. Son mari était parti quand Anna était encore bébé. Et depuis, Rosa avait fait l'impossible pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle avait autrefois été kinésithérapeute diplômée, compétente, passionnée par son métier. Mais lorsque son mari avait quitté le foyer et que les factures avaient en fait commencé à s'accumuler, Rosa comprit qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle avait besoin d'argent, et vite. Et la kinésithérapie, au début, ne rapportait presque rien. Alors, elle rangea son diplôme dans un tiroir. Elle se mit à travailler comme femme de ménage. Elle nettoyait des maisons le matin, cuisinait l'après-midi et repassait le soir, tout cela pour que Diego et Anna puissent étudier, manger à leur faim et avoir une chance de mieux vivre. Quand elle obtint le poste dans le manoir des Marquez, Rosa pensa que ce serait un travail comme les autres. Mais au moment où elle vit Sébastien pour la première fois, coincé dans ce fauteuil roulant, avec ce regard vide dans les yeux, quelque chose changea en elle. Elle connaissait cette douleur, pas la paralysie du corps, mais celle de l'âme, ce sentiment d'être prisonnier, sans issue, sans espoir. Et, à cet instant précis, Rosa décida qu'elle ferait quelque chose pour ce garçon. Au début, Rosa se contentait de lui parler. Elle lui demandait ses dessins, les jeux qu'il aimait. Le garçon répondait à peine, jusqu'au jour où, en nettoyant sa chambre, Rosa se mit à lui raconter des histoires drôles sur ses propres enfants. Comment Diego était tombé de son vélo en voulant impressionner une fille, comment Anna avait teint ses cheveux en rose et avait fini par ressembler à un flamant rose. Sébastien laissa échapper un petit rire timide. C'était son premier sourire depuis des mois. À partir de ce jour-là, Rosa commença à intégrer de petits mouvements dans les gestes du quotidien. « Sébastien, tu peux me passer ce livre ? Essaie d'attraper cette télécommande. Faisons un petit étirement, juste pour ne pas te raidir dans ce fauteuil. » C'étaient des exercices déguisés en jeu. Sébastien ne s'en rendait même pas compte. Mais Rosa, oui, elle utilisait tout ce qu'elle avait appris à l'université, avec douceur, sans pression, sans le forcer. Et le garçon commença à réagir. Ses muscles répondaient,
Ses mouvements devenaient plus assurés et l'espoir se remit à briller dans ses yeux. C'est à cette époque que Valeria Fernandez fit son apparition dans la vie de Rodrigo. Elle fut engagée comme directrice des opérations de l'entreprise de construction. Mais dès le premier jour, il était clair que ses ambitions allaient bien au-delà du travail. Valeria était élégante, intelligente et savait exactement quoi dire et quand le dire. Elle s'approcha de Rodrigo sous prétexte de rapports et de réunions, mais bientôt, ils dînèrent ensemble. Elle écoutait ses confidences, devenant sa confidente. Rodrigo, seul et avide d'affection, ne vit pas le jeu. Mais Sébastien, si. Les enfants ont un radar pour la fausseté. Et le garçon ne l'aimait pas du tout. Valeria observait la façon dont il regardait Rosa, avec mépris, la manière dont elle traitait le personnel, avec dédain, chaque fois que Rodrigo n'était pas là. Et surtout, Rosa voyait la jalousie à peine dissimulée que Valeria éprouvait envers le lien entre Rodrigo et la domestique. Valeria n'était pas stupide. Elle avait compris que Rosa exerçait sur Sébastien une influence qu'elle n'aurait jamais, et pire encore, que Rodrigo avait commencé à remarquer les changements chez son fils et à regarder Rosa avec gratitude. C'était dangereux. Valeria devait agir. Rodrigo l'avait remarqué, oui, et les médecins aussi. Le docteur Alejandro, le kinésithérapeute qui suivait Sébastien depuis plus d'1 an, était intrigué. « Cela n'a aucun sens », dit-il à Rodrigo après une séance. « Sébastien montre des progrès que je ne peux pas expliquer. Ses réflexes sont plus rapides, ses muscles plus forts, quelque chose a changé. » C'est alors que Valeria planta la première graine du doute. « Rodrigo, as-tu remarqué tout le temps que cette domestique passe avec ton fils? Tu ne trouves pas cela étrange? Sais-tu vraiment qui elle est ?» Sa voix était douce, empreinte de sollicitude, mais le poison était bien là. Rodrigo, naturellement méfiant après tout ce qu'il avait vécu, commença à se demander qui était réellement Rosa. Pourquoi se souciait-elle autant de Sébastien? Avait-elle un motif caché? Il savait que c'était absurde, mais le doute le rongeait. Il fit alors quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Il installa des caméras cachées dans la maison. Les premières images faillirent arrêter son cœur. Il vit Rosa emmener Sébastien dans le débarras du fond. Il la vit transformer cet espace poussiéreux en une sorte de clinique improvisée, avec des tapis, des bandes élastiques et des ballons de kinésithérapie. Il la vit appliquer des techniques professionnels, des gestes précis, des exercices thérapeutiques. Rodrigo était sous le choc. Qui était donc cette femme? Et pour la première fois depuis des années, le manoir semblait plein de vie. Rodrigo observait de loin, déconcerté. Comment cette modeste domestique avait-elle pu élever des enfants aussi polis, gentils et intelligents? Comment parvenait-elle à leur donner attention, amour et stabilité, alors que lui, avec toute sa fortune, pouvait à peine regarder son propre fils? Mais Valeria, elle, voyait les choses autrement. Elle y voyait une opportunité. Ce même soir, elle confronta Rodrigo. « Tu l'as vu, elle a amené ses enfants dans ta maison sans permission. Elle se comporte ici comme si l'endroit lui appartenait. Et pire encore, elle fait de la kinésithérapie illégale sur ton fils. Elle n'a pas de licence valide. Si quelque chose tourne mal, c'est toi qui seras tenu responsable. Elle pourrait mettre Sébastien en danger. » Le lundi matin, Rodrigo fit venir Rosa dans la bibliothèque. La tension était palpable. Il se tenait debout, sérieux, les bras croisés. Et Rosa sut aussitôt que quelque chose n'allait pas. « Rosa, j'ai besoin de la vérité, » dit-il. « Que fais-tu avec mon fils ?» Sa voix était ferme, mais une tristesse cachée s'y mêlait. Rosa prit une profonde inspiration. Elle savait que ce jour viendrait, et elle décida de ne pas mentir. « Monsieur Rodrigo, je suis kinésithérapeute, ou du moins, je l'étais. J'ai obtenu mon diplôme il y a 15 ans, mais j'ai quitté la profession quand mon mari est parti. J'avais besoin d'argent rapidement pour subvenir aux besoins de mes enfants. Quand j'ai vu Sébastien, j'ai vu un garçon qui abandonnait la vie, et je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai commencé à l'aider avec de petits exercices, déguisés en jeu. Je n'ai jamais voulu tromper qui que ce soit. Je voulais seulement qu'il retrouve l'espoir. » Sa voix tremblait, mais elle ne détourna pas le regard. « Je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'aurais dû demander la permission. Mais monsieur Rodrigo, regardez votre fils. Il sourit à nouveau. Il essaie. Il a de l'espoir. Je ne voulais rien faire de mal. C'était seulement de l'amour, l'amour d'une mère. L'amour de quelqu'un qui connaît la souffrance et qui ne veut pas voir un autre enfant souffrir à son tour.
Rodrigo sentit une boule lui monter à la gorge. Il allait parler lorsque la porte s'ouvrit. Sébastien entra, poussant lui-même son fauteuil roulant avec détermination. « Papa, ne renvoie pas Rosa, s'il te plaît. » La voix du garçon était ferme, plus ferme que Rodrigo ne l'avait entendue depuis des années. « C'est la seule qui a cru en moi. Les médecins disaient que je ne remarcherais jamais. Toi aussi, tu l'as cru, papa. Tu as abandonné, mais elle, non. Rosa m'a fait croire que je pouvais, et je le fais. » Et alors, sous les yeux stupéfaits de Rodrigo, Sébastien attrapa les accoudoirs du fauteuil, prit appui sur ses jambes et se leva, tremblant, mais debout. 10 secondes, 15, 20. Les larmes coulaient sur le visage de Rodrigo. Il tomba à genoux et serra son fils dans ses bras. Les larmes coulaient sur le visage de Rodrigo. Il tomba à genoux et serra son fils dans ses bras. Valeria tenta encore un dernier coup. Elle alla voir le docteur Alejandro avec les enregistrements, exigeant qu'il dénonce Rosa auprès de l'association des kinésithérapeutes. Mais le médecin, après avoir visionné les images, resta stupéfait. « Ce n'est pas de la charlatanerie, dit-il, c'est du génie. Elle fait le genre de travail que moi je devrais faire. S'il y a quelqu'un à remettre en question ici, c'est moi. » Alejandro alla voir Rodrigo et lui fit une proposition. « Rétablis la licence de Rosa. Je la formerai aux techniques les plus modernes et ensemble, nous créerons un protocole de traitement pour Sébastien qui pourrait changer sa vie à jamais. » 6 mois plus tard, Sébastien faisait déjà quelques pas avec l'aide d'un déambulateur. Rodrigo avait changé. Il réduisit sa charge de travail, dînait chaque soir avec son fils, et pour la première fois depuis des années, il était vraiment présent. Mais il voulait aller plus loin. Il regarda Rosa, le docteur Alejandro, Sébastien, et pensa, si cela a été possible pour nous, pourquoi pas pour d'autres familles? C'est ainsi que naquit la Fundación Esperanza en Movimiento, la Fondation Espoir en mouvement. Rodrigo investit des millions d'euros dans une institution offrant gratuitement de la physiothérapie aux enfants handicapés. Rosa en devint la directrice clinique, le docteur Alejandro prit la tête de l'équipe médicale. Et Sébastien devint le symbole vivant que l'espoir en vaut toujours la peine. Je croyais que ma vie était finie quand j'ai perdu ma mère et que mes jambes ont cessé de fonctionner. Mais j'ai appris que, parfois, la vie attend simplement que la bonne personne apparaisse. Rosa m'a appris qu'abandonner n'est jamais une option et mon père m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Sébastien, désormais âgé de 15 ans, était un bénévole actif. Il visitait des hôpitaux, parlait aux enfants récemment diagnostiqués et leur disait toujours la même chose. N'abandonnez pas. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça semble impossible. Mais j'ai moi-même cru que je ne marcherais plus jamais. Et regardez-moi aujourd'hui. Et Rodrigo comprit enfin la leçon que la vie essayait de lui enseigner depuis le début. Le véritable trésor n'avait jamais été dans ses coffres, ni dans ses entreprises, ni dans ses voitures de luxe. Il était dans les mains calleuses d'une femme qui nettoyait le sol, mais possédait un cœur capable de guérir bien plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Une maison qui prouvait, chaque jour, que parfois les plus grandes révolutions commencent par les plus petits gestes, et que l'amour, quand il est vrai, ne connaît ni barrière, ni classe sociale, ni limite. Car au fond, ce qui nous sauve, ce n'est pas ce que nous possédons, c'est ce que nous donnons. Et ce que Rosa a donné à cette famille était bien plus que de la kinésithérapie. Elle leur a rendu la vie, l'espoir et l'amour. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Vous a-t-elle ému? Vous êtes-vous senti inspiré ou touché? Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant de quelle ville vous venez et ce qui vous a le plus marqué dans ce récit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires qui vous feront à nouveau croire en l'humanité.